Mesdames et messieurs, notre invité pour cette ouverture, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur Gérard Larcher, qui nous rejoint tout de suite. Monsieur le Président du MEDEF, cher Patrick Martin, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres ici présents, et j'ai vu le succès que Bruno Le Maire a eu tout à l'heure, que je partage, même si nous avons eu beaucoup de débats et de discussions. Je voudrais saluer tous mes collègues parlementaires que je vois ici, députés et sénateurs, saluer tous les Mesdames et Messieurs les présidents et les représentants des partenaires sociaux, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise. Tout d'abord, merci, Monsieur le Président, pour votre invitation. J'ai été très sensible, il me semble important, en cette période si particulière, de pouvoir échanger, de renforcer nos contacts, notamment avec les forces économiques et sociales de notre pays, ce que nous faisons régulièrement, je dois le dire, au Sénat et à la présidence du Sénat. J'ai écouté avec attention vos analyses sur les enjeux économiques et sociaux, et cela nourrira nos rencontres pour les semaines qui viennent. Il était important également de manifester, comme vient de le souligner la présidente de l'Assemblée nationale, par notre présence commune, ce qui parfois étonne, ce qui parfois dérange, mais qui est une réalité que nous vivons ensemble, au-delà de la diversité, c'est vrai, de nos opinions, nos sensibilités. Nous sommes unis, je le dis publiquement, par la même volonté d'être utile et de contribuer à l'émergence de solutions. Nous avons chacun notre personnalité, notre histoire, nos convictions, mais fort de notre légitimité d'élu, fort de celles et de ceux que nous représentons, et en ce qui me concerne, les sénatrices et les sénateurs, nous voulons contribuer à l'apaisement des esprits, à la continuité de l'État républicain, avec la préoccupation de l'intérêt général et de notre pays. Et je le dis après la présidente, quand l'essentiel est en cause, nous exprimer d'une voix forte et qui ne renonce pas. S'interroger sur le pouvoir, c'était la question que vous m'aviez posée, Monsieur le Président. C'est s'interroger sur la démocratie aujourd'hui. C'est s'interroger sur notre capacité collective à donner du sens à la citoyenneté et à ce qui nous unit. Vous l'avez évoqué, nous avons eu une réponse très positive à l'occasion des Jeux Olympiques. Moment de cohésion nationale. Je suis certain qu'il en sera de même à partir de mercredi avec les Jeux paralympiques. Si ces moments sont par définition éphémères, ils démontrent néanmoins une capacité à se retrouver, à se rassembler, capacité dont nous doutions un peu il y a quelques semaines encore. S'interroger sur la démocratie en cette rentrée, c'est aussi s'interroger sur les moyens de faire face aux enjeux économiques, sociaux et budgétaires auxquels nous sommes confrontés. C'est bien sûr aussi, dans l'immédiat, sortir de la crise politique où nous a plongé une dissolution hasardeuse. Mais vous comprendrez que je ne vous en dirai pas beaucoup plus en ce début d'après-midi. C'est la fin d'après-midi qui sera occupée par ce sujet. Sinon, pour souligner devant vous le caractère préoccupant de nos finances publiques, ce qui exige d'avoir un gouvernement prêt à y faire face et un Parlement assumant ses responsabilités vis-à-vis du pays. La situation dégradée des finances publiques, vous l'avez tous en tête, une dette supérieure à 110 points de PIB, un déficit public de l'ordre de 5,5 points de PIB, nous impose d'une part de réduire ce déficit, et cela sans alourdir encore une pression fiscale, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qui nous place en tête des pays de l'OCDE, et en même temps établir une trajectoire de retour à l'équilibre à la fois crédible et de nature à garantir la croissance. Ne nous y trompons pas, Mesdames et Messieurs. Un pays incapable de respecter ses engagements européens risque de ne pas garder le contrôle de son endettement, de faire
face à une hausse brutale des taux d'intérêt. Tel est bien le principal défi que le prochain gouvernement devra relever, et d'ici le 1er octobre, n'en déplaise aux populistes. La tentation de laisser filer les déficits ne pourrait qu'amener à une crise financière majeure et à une perte de souveraineté. Dans la crise politique que nous traversons aujourd'hui, il peut sembler un peu incongru de s'interroger sur le rôle respectif de l'État, du Parlement et des partenaires sociaux en matière de régulation des rapports sociaux. Mais justement, cette crise s'explique aussi par la verticalité du pouvoir, par la centralisation qui reste excessive dans notre pays, et par l'ignorance et parfois un certain dédain accordé par un certain nombre de responsables politiques aux corps intermédiaires. Oui, tout cela a renforcé le sentiment de perte de confiance dans nos institutions, de perte de confiance dans la capacité des politiques publiques à répondre aux attentes de nos concitoyens. Et aujourd'hui, nous devons répondre à ces attentes. Nous devons recréer un lien de confiance sur lequel il n'y a pas de société de vivre ensemble. Mon propos devant vous sera donc consacré à cette question, à mon avis, centrale: comment retisser la confiance? La confiance n'est-elle pas nécessaire à tout exercice démocratique du pouvoir? Dans ce contexte, quel peut être le rôle respectif du gouvernement, du Parlement et des partenaires sociaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques? C'est un sujet toujours sensible dans un pays centralisé, attaché à l'égalité, sans doute plus attaché à l'égalité qu'à la liberté. Un pays qui traditionnellement s'en remet avant tout à l'action de l'État, dont il attend beaucoup et certainement trop. Sujet d'actualité avec les controverses. C'était à l'automne dernier, sur la contribution de l'Agirc-Arrco au financement du régime général, avec l'échec récent de la négociation sur le pacte de la vie au travail, et la poursuite ou non de la réforme de l'assurance chômage, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président. Et cela sans parler de ceux qui veulent, à rebours des évolutions imposées par la démographie et par pure démagogie, revenir sur la réforme des retraites. Sujet, enfin, qui me tient à cœur, car si je crois au rôle de l'État, je crois tout autant au rôle des corps intermédiaires que sont les collectivités territoriales et les partenaires sociaux. Vous savez en effet combien je crois au rôle des partenaires sociaux. C'est, Yael Braun-Pivet l'a rappelé, le sens de la loi de modernisation du dialogue social du 31 janvier 2007. Une loi qui a tenté avec des résultats de réguler le champ des réformes sociales. Une loi qui a donné en quelque sorte ses lettres de noblesse à la norme négociée. C'est votre premier pilier, Monsieur le Président, que vous avez évoqué cet après-midi. Ceux qui me connaissent savent que je n'avais pas attendu d'être ministre en charge du travail. J'ai d'ailleurs été formé assez rapidement par Ernest Antoine Sellière sur une tentative avortée de simplification du Code du travail, mais j'en profite pour saluer les anciens présidents du MEDEF avec qui j'ai beaucoup échangé, je les vois ici, et les directeurs que je vois ici. C'était quelque chose d'important. Oui, je m'intéresse à cette question sociale, car je ne réduis pas l'individu à la seule économie. Je crois au progrès, à la croissance économique, à la liberté d'entreprendre, mais pour moi, ils doivent s'accompagner du progrès social. Or, cette articulation de la croissance et de la cohésion sociale repose pour une partie importante sur votre action, sur l'action des partenaires sociaux. Pour le gaulliste que je suis, le principe de participation, ça n'est pas simplement et seulement les dispositions qui existent en matière de participation-intéressement aux résultats de l'entreprise. C'est le principe de participation tel qu'il figure dans le préambule de notre Constitution, 1946-1958, et je cite, « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. » Cet alinéa du préambule recouvre ainsi deux droits fondamentaux qui me paraissent être au cœur du pacte républicain. Et nous avons encore plus besoin aujourd'hui qu'hier d'un pacte républicain. Le droit à la négociation collective
et le droit de participer à la gestion des entreprises. Cette participation à la gestion des entreprises, je sais qu'elle rencontre un certain nombre de résistances, y compris parmi vous. C'est pourtant un moyen d'implication des salariés, donc de compétitivité. Cette compétitivité si fragile de notre économie, comme en témoigne la dégradation de notre déficit commercial et la diminution de la part de la valeur ajoutée de l'industrie, qui est un baromètre quand même, à mon avis, tout à fait essentiel. Il ne s'agit pas de contraindre au moyen de nouveaux textes, je le dis. Il s'agit d'inciter, de jouer la carte de la confiance. Cette carte est celle de la confiance qui doit partir du terrain, donc des entreprises dans le champ économique et social, et donc pour le champ politique dans les collectivités territoriales. Carte de la confiance pour le droit à la négociation collective, oui, ce droit qu'il prenne la forme du paritarisme de négociation ou le paritarisme de gestion. Paritarisme de négociation, c'est à mes yeux une condition de faisabilité des réformes. Philippe Seguin a affirmé que l'adaptation du droit du travail implique une réduction de la part du législatif au profit du contractuel. À méditer en ces temps d'hyperproduction législative. À méditer aussi pour la complexification progressive du Code du travail lui-même. C'est, me semble-t-il, la voie qui doit nous permettre enfin d'entrer dans ces simplifications, pas simplement du Code, mais aussi normatives. Vous avez tous en tête le chiffre de l'OCDE sur le coût normatif dans nos collectivités, pour nos entreprises et dans la réalité des citoyens. En effet, et je le redis, je ne crois pas qu'on peut réformer sans les acteurs sociaux. On réforme avec eux. C'est parfois impossible, c'est vrai parfois, mais il faut l'avoir tenté sérieusement et sans faux semblant. J'ajoute, et c'est fondamental, que cette négociation collective se joue toujours à trois. Patronat, syndicat, gouvernement. C'est ainsi. Donc il faut trouver entre ces trois partenaires une règle du jeu. La loi 2007 en est un élément. Je veux simplement rappeler que l'article L1 du Code du travail a un rôle central. D'abord, symboliquement, c'est le premier article du Code du travail. Il est la base de notre droit du travail, qui a vocation donc à reposer sur la négociation collective. Il fixe une méthode de réforme reposant sur une négociation collective préalable. Elle donne la priorité aux partenaires sociaux pour mettre en œuvre une réforme s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent. Pas plus, certes, pas moins non plus. C'est dit autrement, prendre un peu de temps pour concerter, dialoguer, éventuellement négocier entre partenaires sociaux. Ce temps de la concertation, d'une éventuelle négociation, n'est jamais du temps perdu. Cela permet de refroidir les pulsions, un peu comme le Sénat, dans un pays qui s'échauffe vite. Cela permet, lorsque cela marche, de trouver des solutions acceptables pour les deux côtés, entreprises et représentants des salariés. Et en plus, il faut l'analyser, et vous ne le dites pas assez. Les solutions qui venant des acteurs eux-mêmes sont des solutions souvent plus opérationnelles et plus concrètes que ceux qui ont été construits entre ministères et Parlement. Il y a, à mes yeux, au moins trois avantages dans cette procédure de renvoi à la négociation. Le premier, c'est d'éviter la précipitation. Le deuxième avantage, c'est qu'elle met aux prises des spécialistes. On sait de quoi on parle. Et quand on parle des choses qu'on connaît, l'idéologie parfois s'éloigne un peu, et les excès d'idéologie sont moins présents, et on essaie tout simplement de trouver des solutions pratiques. Le troisième avantage, c'est qu'elle assure a priori à la réforme une certaine stabilité. On sait combien l'instabilité juridique est le fléau de notre pays. Un accord entre partenaires sociaux donne une légitimité à la réforme et évite des modifications systématiques en cas d'alternance politique. Cette méthode a porté ses fruits. Souvenons-nous, rupture conventionnelle 2008, avec les interrogations des défauts. Nouveau régime des plans de sauvegarde de l'emploi en 2013, pourtant des sujets par nature conflictuels,
rupture du contrat de travail et licenciement économique. Et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, plusieurs accords ont été signés ces dernières années, et je pense que peut-être, ou à cause de la crise du Covid. Pour être complet, je dois aussi mettre en évidence, et les ministres ne m'en voudront pas, que l'article 1 peut être aussi utilisé comme un paravent de l'inaction gouvernementale. Il peut y avoir une tentation pour un gouvernement quel qu'il soit, et j'ai soutenu les gouvernements qui ont eu cette tentation, de ne pas prendre ses responsabilités ou se contenter au mieux de demi-réformes et d'un renvoi pas toujours très glorieux à des partenaires sociaux dont on sait que leur négociation peut aboutir à un résultat décevant. Je prends l'exemple. Le sujet de la formation professionnelle, très complexe, a longtemps illustré ce travers. Celui de l'assurance chômage, pour d'autres raisons, et je vais y revenir, montre que l'articulation État et partenaires sociaux fonctionne mal. Je pense, là aussi, Madame la Présidente, Ferrière, que le Parlement peut jouer un rôle. Un dialogue plus structuré avec les commissions parlementaires pourrait favoriser cette articulation. Éviter aussi les propositions de loi ayant pour objectif de contourner l'article L1 du Code du travail. Pour rendre plus facile les négociations, mais aussi la transposition législative des accords. Je le dis devant la rapporteure travail du Sénat, Frédérique Puissat, qui est là cet après-midi et qui suit ces dossiers avec attention. Et je le dis au Sénat, je ne peux pas prôner la majorité relative. Et je suis dans le bonheur d'une majorité, mais aussi d'une opposition qui souvent est dans le dialogue, et un dialogue positif. J'ajoute, Monsieur le Président, puisque vous avez évoqué, c'est votre troisième pilier, que le MEDEF, comme l'ensemble des organisations patronales, doit pouvoir jouer pleinement son rôle de laboratoire d'idées et de propositions économiques et sociales. Afin, et je pense que c'est tout à fait essentiel, afin de sortir des affrontements stériles ou des polémiques inutiles qui font la joie de notre débat public. C'est d'ailleurs le sens de cette rencontre des entrepreneurs de France. J'en viens maintenant au paritarisme de gestion. Il va sans dire que les deux formes de paritarisme ont partie liées et s'enrichissent mutuellement. Assumer des responsabilités de gestionnaire, c'est devoir sortir des postures de revendication. C'est trouver des solutions, faire des compromis. Oui, sortir de l'affrontement stérile. L'Agir Carco me paraît un bon exemple. Et un système de retraite en équilibre financier, quelle exception. Quel exemple pour le régime général ou le régime de fonctionnaires. Alors, c'est vrai aussi qu'il faut le relativiser, car il ne va pas sans une certaine diversité de langage. Les partenaires sociaux décident de mesures qu'ils contestent, parfois et parfois vigoureusement, pour le régime général. Hausse des cotisations pour les uns, bonus-malus pour les autres, incitant à partir après l'âge du taux plein, et in fine, ce sont bien les réformes du régime général, et le Sénat n'a pas manqué à ce moment-là, sur le décalage de l'âge légal de départ en retraite ou l'augmentation de la durée de cotisation, qui ont garanti et continuent de garantir l'équilibre. Il serait donc, et je le dis, totalement irresponsable de revenir en arrière, sauf à menacer tout l'équilibre du système et en arriver à accroître la charge des actifs et diminuer le niveau de vie des retraités. Il suffit d'ailleurs de regarder autour de nous pour constater que tous nos voisins européens ont choisi sous une forme, sous une autre, de reculer l'âge de départ en retraite. Je le dis tout de suite, c'est l'application de la Constitution de 58, le Sénat sera particulièrement vigilant dans cette période. Je ne vous dévoilerai pas toutes mes batteries et toutes les batteries du Sénat cet après-midi sur la question de la nécessité d'avoir une stabilité de la réforme des retraites. Sur l'assurance chômage, le tripartisme y est dès l'origine tellement évident. La réforme de 2018 en supprimant les cotisations salariales pour les remplacer par la CSG, en prévoyant une lettre de cadrage avec une trajectoire financière, a naturellement renforcé la main de l'État.
j'avais approuvé au printemps les initiatives du gouvernement de Gabriel Attal, tout en regrettant qu'il n'y ait pas davantage de dialogue et d'écoute dans la forme des annonces. Je persiste ici, cette réforme est nécessaire. Nécessaire notamment pour mettre fin à une forme de schizophrénie française qui voit un taux de chômage qui certes a baissé, j'en suis heureux, encore à 7%, alors que les entreprises, pour un certain nombre d'entre elles, continuent à peiner à recruter. Il faut que nous sortions de cette schizophrénie-là, bien française. Alors, l'échec assez inattendu de la négociation au printemps dernier, je dis bien inattendu, sur le pacte de vie au travail, les polémiques sur la réforme de l'assurance chômage ont montré à quel point, au fond, un climat de méfiance était présent. À quel point on a le sentiment que la règle du jeu que j'évoquais tout à l'heure n'est plus respectée. Il faut que le gouvernement soit bon joueur. Et je ne suis pas certain qu'il cherche à aider au compromis à cette période-là. Je dis ça avec pudeur et tendresse cet après-midi. Eh bien, je crois que tout cela n'est plus possible. La crise actuelle va nous obliger à trouver de nouvelles méthodes, à rompre avec certaines habitudes, et Madame la Présidente de l'Assemblée nationale vous l'avez rappelé, habitudes de l'État, mais aussi parfois des partenaires sociaux. Il est tellement plus facile parfois de s'en remettre à un gouvernement ou de refuser à exercer ses responsabilités. De nombreux sujets sont pourtant traités. Je ne reprendrai pas tout ce qu'a évoqué Yael Braun-Pivet. Je citerai pour ma part quelques-uns d'entre eux qui me semblent importants. Le maintien dans l'emploi des seniors, sujet que nous avons devant nous. La formation tout au long de la vie, bien sûr. Mais aussi la question du pouvoir d'achat et son corollaire. La redéfinition de la politique d'exonération des charges sociales afin d'accroître le salaire net et d'éviter ce qui est quand même une réalité, la smicardisation. Plus qu'une illusoire augmentation du SMIC, sur lequel il faut bien mesurer les conséquences. C'est le sujet de l'articulation salaire, coût du travail, prime d'activité, sur lequel il faut se pencher avec courage et le regarder régulièrement. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, quelques pistes de réforme nécessaires, qui sont loin des promesses démagogiques ou des recettes magiques de certains. Je suppose, je l'ai dit, participation de tous et au premier chef des partenaires sociaux. Il est clair, par conséquent, que cela suppose aussi un renforcement, vous l'avez évoqué, la représentativité des acteurs syndicaux et patronaux. Les lois de 2008 sur la représentativité syndicale et 2014 sur la représentativité patronale n'ont pas encore épuisé le sujet, tant le taux de syndicalisation, la baisse de la participation aux élections professionnelles et les divisions restent un frein à un dialogue social de qualité. Il en est de même de l'absence de culture de la négociation dans notre pays. Sans représentativité sur le terrain, sans négociation active dans les entreprises, alors le dialogue social au niveau des branches ou interprofessionnelles manque de force, car sa légitimité est alors contestée. S'interroger sur la façon d'y remédier, s'interroger sur les mécanismes permettant d'éviter que se décompose le lien entre syndicats et salariés, entreprises, leurs représentants. Voilà un sujet de réflexion collectif que nous devons mener. C'est, me semble-t-il, aussi la condition du maintien et du renforcement du paritarisme. Nous avions, avec le président de la Commission des affaires sociales du Sénat, le projet non pas d'un grand barnum, Monsieur le Président, dont vous vous méfiez tant et vous avez raison, d'une très grande conférence, mais d'un colloque sur le renforcement du paritarisme. L'actualité liée à la dissolution a conduit à son report. Mais nous reviendrons vers vous, Monsieur le Président, comme vers les autres partenaires sociaux, le moment venu pour organiser cette table ronde avec les partenaires sociaux. C'est pour moi une priorité, c'est une priorité des deux présidents de groupe, notamment de la majorité sénatoriale qui nous l'avait suggéré. Et je salue le président Marcel, qui est à l'origine de cette idée, dans un de nos fameux petits déjeuners du mardi. Il est présent ici et je voulais le saluer. Je sais que le président Rosario aussi nous rejoindra, je crois, demain. En guise de conclusion, je ne vais pas prendre Jean Monnet, je ne vais pas prendre Gérard Larcher, je ne vais pas prendre le général de Gaulle. Nous sommes dans la 50e année de la disparition de Georges Pompidou et j'ai retrouvé dans le Le Gordien un passage qui me semble particulièrement d'actualité.
Rien de plus déprimant que Machiavel. En démocratie, on ne gouverne pas longtemps par la force, ni par la ruse, mais seulement par la confiance qu'on inspire. Et l'on inspire durablement confiance qu'en s'adressant et en répondant aux besoins des hommes de croire à quelque chose. Alors ensemble, je vous propose de croire à quelque chose, et notamment pendant ces journées, de croire au rôle et à la place de l'entreprise, et autour de l'entreprise, de ses salariés et de ses acteurs. Vive le MEDEF!